peux nous parler de ton parcours éditorial et nous parler de la création des éditions Vega? J'ai monté différentes maisons d'édition ou collections. J'avais commencé notamment avec les éditions Milan, en créant le label Kanko. On avait également créé le label Dragon qui s'intéressait plus à Taïwan, la Thaïlande, la Chine, la Corée. J'ai fini par quitter Milan pour rejoindre les éditions Glénat où pendant 8 ans j'ai dirigé le publishing aux éditions Glénat Manga. J'ai décidé de créer mes propres maisons d'édition. Et donc j'ai créé Vega en joint venture avec Moïse Kissous, qui est le patron du groupe Steinkiss, qui possède notamment Jungle, qui fait les Simpsons, donc un groupe déjà bien installé. Et Monsieur Kissous cherchait à développer du manga. De fait, on a eu l'opportunité de discuter. Il s'est trouvé qu'on était d'accord sur ce qu'on voulait faire, sur la même chose. Est-ce que tu peux présenter chacun de ces titres en quelques mots? Alors, ce sont 3 titres assez différents, parce que c'est ça, moi, qui m'intéresse beaucoup dans le seinen, c'est cette espèce de variété qui va faire qu'on va trouver beaucoup plus de sujets, de thématiques et de traitements différents. On est tombé sur Peleliu, on est tombé littéralement amoureux de ce titre. C'est un titre extrêmement sensible, intelligent. Qu'est-ce que c'est, Peleliu? C'est l'histoire au quotidien, en définitive, d'un soldat. Le soldat du temps de guerre, quoi, le conscrit, le gars qui a une vie avant et qui espère avoir une vie après la guerre. Et on va suivre la destinée de ce soldat qui est en poste sur l'île de Peleliu pendant la guerre du Pacifique en 1944. Et c'était vraiment une bataille absolument inutile avec des dizaines de milliers de soldats de part et d'autre qui sont morts. Et l'auteur a eu cette intelligence quelque part de faire porter son propos au niveau du quotidien de ces soldats. On est vraiment pris dans cette aventure parce qu'on se sent au même niveau que ce personnage. C'est un bouquin passionnant, je pense, qui résonne aujourd'hui par rapport un petit peu à l'actualité qu'on vit et qui est assez intéressant pour reprendre pied un petit peu sur la réalité de la guerre. Je dirais que c'est l'équivalent en manga de Putain de guerre de Jacques Tardy. Il a une qualité extraordinaire, en plus un dessin original, bien pensé, très fin, et une narration assez phénoménale. Survivant, c'est une autre histoire en fait, puisque c'est l'histoire d'une double rencontre. C'était une rencontre avec un titre qui s'appelait Survivant que j'avais fait lorsque j'étais directeur éditorial de Kanko. Ce titre racontait l'aventure d'un jeune homme qui, suite à une catastrophe naturelle, va devoir retrouver les réflexes pour trouver à boire, trouver à manger, se protéger. Il se retrouve seul, en fait, au milieu de la nature. Et des années plus tard, en définitive, il se trouve que l'auteur de ce titre, qui est Takao Saito, le légendaire auteur de Golgo 13, a décidé de relancer une nouvelle version de ce titre en association avec le dessinateur Akira Miyagawa, qui est une pointure phénoménale du dessin. Et ils ont changé l'histoire, la narration, le rythme, le dessin, et ça donne une œuvre qui à la fois rappelle les qualités du précédent Survivant, mais est définitivement aujourd'hui nouvelle, parce que quand vous êtes dans ce type de scénario, aujourd'hui, le personnage principal, par exemple, il a un téléphone portable dans sa poche. Donc le troisième titre, Deep Sea Aquarium Magmel, est lui dans une tonalité totalement différente des 2 premiers, puisque là on est plutôt dans un feel-good manga. L'histoire tente à imaginer que sur les côtes du Japon, dans la baie de Tokyo, les Japonais auraient construit un aquarium des profondeurs à plus de 200 mètres de profondeur pour qu'on puisse observer la faune et la flore sous-marine inconnue, celle qui réside là où on va rarement en plongée sous-marine. On y retrouve tous les accents de ce qu'on aime dans les récits maritimes. Ce titre était très intéressant parce qu'en même temps, il révèle des accents verniens dans le dessin. On voit très bien comment est-ce que l'aquarium est parfaitement inspiré du Nautilus. On a un jeune garçon qui va être employé comme homme de ménage dans le Magmel. Et petit à petit, il va vivre différentes aventures, il va découvrir aussi encore plus ce monde sous-marin qui par ailleurs le fascine complètement. Ce titre nous intéressait parce que il a aussi de très forts accents écologiques, ce qu'on retrouve un petit peu en filigrane dans Peleliu et dans Survivant. Et ce titre-là est assez encourageant, assez bienveillant et permet de montrer tout ce qu'on peut faire aussi pour aider la mer à se porter mieux par rapport à nos propres actions et Dieu sait qu'elle en a besoin.
Je peux te faire le plaisir de t'annoncer de nouveaux titres, hein, puisque pour 2019, cette fois-ci, non pas pour 2018, nous avons eu le plaisir d'avoir l'accord de l'éditeur Kodansha sur 2 demandes que nous avions faites. Et donc nous serons l'éditeur d'un titre qui s'appelle Kakushigoto, voilà, qui est un titre pour le coup pour adultes, un seinen, mais plutôt dans l'exploration de la veine humoristique, qu'on va explorer la destinée d'un dessinateur de manga qui s'appelle Monsieur Goto Kakushi, d'où le titre Kakushi Goto. Et ce dessinateur de manga a une petite fille, soit. Sauf que voilà, il cache à sa petite fille qui fait du manga parce que c'est pas non plus super glorieux de faire du manga un peu parfois polisson et tout ça. Le titre plaît énormément aux lecteurs japonais qui trouvent que c'est très frais, très rigolo. En plus, il y a une vraie réflexion sur le rapport enfant-parent et la manière dont les parents considèrent parfois que les enfants sont plus naïfs qu'ils le sont. Et puis, Kodansha nous a fait l'immense plaisir de nous accorder les droits d'un autre titre qui s'appelle Theseus no Fune, le bateau de Thésée. Et où là, on va suivre une aventure un petit peu différente, on va suivre le parcours d'un homme qui va enquêter sur le passé de son père. Et qui va se rendre compte que son père a un passé bien plus trouble, bien plus étrange que ce qu'il pensait, et il va plonger ainsi petit à petit, de découverte en découverte, à travers ses enquêtes, dans la découverte de la réalité de qui était son père, de ce qu'il a fait. Et puis en même temps, voilà, dans ce questionnement de je suis le fils de mon père, est-ce que je suis sa voix, est-ce que je prends une voie différente, toute une réflexion sur la filiation, voilà, qui est un peu en filigrane de ce thriller passionnant où on va plonger, voilà, dans les mafias, enfin bon, ça va être très, très remuant. On dit souvent que le marché français du manga est saturé. Après, comment est-ce que Vega entend se positionner un petit peu dans le marché aujourd'hui? Justement, en essayant déjà de prendre une identité claire, facilement affirmée, où on fera du kid, on fera du shonen, du shoujo, parce qu'on s'intéresse à l'ensemble du public. Mais fondamentalement, voilà, notre identité, on l'a construit d'abord autour du publishing seinen. On veut explorer les différentes voies de manière plus intense de ce qui peut être proposé à un public adulte qui pour nous en fait grandit de plus en plus. Bon, on ambitionne de faire 40 volumes en 2019, donc il y a pas mal de travail, mais on ambitionne effectivement de passer dans des niveaux supérieurs en termes événementiels, en termes presse et en termes marketing. On a pas mal de projets. Et puis voilà, on va bâtir effectivement en premier lieu sur cette première année toute la base seinen qui correspondra à notre identité. Je pense qu'en 2019 peut-être on pourra avoir un ou deux shonen, sans doute, c'est sûr même, il y aura un kids pour Montreuil. Je vous dis pas lequel, mais je peux vous dire qu'il y a un troisième titre qui a été validé, donc il y aura un Kids pour Montreuil. Mais voilà, on va poser un petit peu les choses, mais par contre toute l'année, on apparaîtra en tant qu'éditeur seinen pour proposer voilà, des choses. On aura un stand aussi à Japan Expo l'année prochaine, sans doute. Enfin, on aura des process voilà, qui n'auront plus rien à voir par rapport à cette année où pour l'instant on se présente. Quels enjeux par ta présence? Pourquoi je viens à Japan Expo? En fait, moi déjà, je viens à Japan Expo tous les ans pour prendre la température du public, parce que quand tu veux connaître les gens, faut aller dedans, quoi. Donc voilà, faut aller dans les allées, regarder les gens, regarder comment depuis 10 ans ils ont vieilli, comment il y a 10 ans il n'y avait pas de poussette avec des petits, maintenant il y en a partout. Je pense que pour tout éditeur ou toute personne professionnelle qui veut faire quelque chose dans ce milieu, il faut se plonger dans la réalité de Japan Expo parce que c'est là où on prend un maximum d'informations en un minimum de temps. Après, je viens ensuite également pour rencontrer les éditeurs japonais par rapport aux rendez-vous, aux discussions qu'on peut avoir, rencontrer les autres professionnels du secteur français, rencontrer les gens de Japan Expo, enfin. Et puis voilà, ça me permet aussi de revoir plein de gens que j'ai pas vus depuis 2 ans puisque je m'étais écarté du milieu plus professionnel pendant un certain temps. Si possible, on aura toujours quelque chose le 7 juillet en particulier, mais alors on ne sait pas si Japan Expo sera toujours au 7 juillet. Le 7 juillet est lié en fait au nom Vega et à la légende de Tanabata qui voilà présentait deux étoiles amoureuses l'une de l'autre qui n'ont le droit de se rencontrer qu'un seul jour dans l'année, le 7e jour du 7e mois. Vega a commencé à apparaître sur les réseaux sociaux.
De toute manière, il est inconcevable aujourd'hui de faire quoi que ce soit sans utiliser les réseaux sociaux, puisque là, on a besoin avant tout d'exister. Donc, il n'y a que par la communication, le bouche à oreille, la possibilité d'être coopté par des gens, qu'on peut déjà commencer à avoir une existence. On a également aussi envie d'intégrer les réseaux sociaux comme un élément constitutif de notre stratégie et de notre vie. C'est pour ça que on a une personne en particulier qui s'occupe des réseaux sociaux. On puisse les développer et développer notre action avec originalité. Essayer de proposer des choses un peu différentes pour attirer les gens, que ça les intéresse, puis qu'ils s'intéressent à ce qu'on fait et à qui on est. Merci à toi, Stéphane. Avec plaisir. Lisez Vega.